Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire intitulé Nouveautés du document unique, évolution et révolution. Donc, ce webinaire fait suite à la parution de la loi d'août 2021, notamment sur la réforme des services de prévention et de santé au travail, où il y a donc des nouveautés qui concernent le document unique. Donc, ce webinaire a pour objet de vous présenter la démarche et le document unique, à quoi ça sert, et surtout de vous parler de ces nouveautés. Donc, ce webinaire va durer 1 heure. Il va y avoir 45 minutes de présentation et ensuite, on aura, à la fin du webinaire, 15 minutes dédiées aux questions-réponses. Donc, pour poser vos questions, vous avez accès à l'onglet Q&R, donc questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a des intervenants qui sont là pour y répondre. Et comme je vous disais, à la fin du webinaire, il y aura en plus un temps de 15 minutes qui sera dédié aux questions et aux réponses. Pour info aussi, je le répéterai à la fin du webinaire, mais ce webinaire est enregistré et vous aurez accès d'ici environ 48 heures au replay du webinaire ainsi qu'au support présenté aujourd'hui pendant le webinaire. Alors, ce webinaire vous est proposé aujourd'hui par le réseau Présence PACA Corse. Présence PACA Corse, c'est un réseau qui regroupe les services de prévention et de santé au travail de PACA et de Corse. Vous pourrez retrouver leurs coordonnées sur le site présence-pacacorse.org, rubrique le réseau. Et le webinaire d'aujourd'hui a été en particulier construit par les services de l'AIST 83, d'expertise et de Santé Travail Provence. Au niveau des intervenants du jour, nous sommes tous intervenants en prévention des risques professionnels. Je vais commencer par moi, je vais me présenter. Je suis Agnès Donat et je travaille pour Expertise, qui est un service de santé au travail dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour, moi je suis Élodie Lemonnier, je travaille pour Santé au Travail Provence, qui est aussi un service de prévention et de santé au travail. Je suis sur le site de Salon de Provence. Bonjour à tous, moi je suis Thomas Barthes, comme Élodie, je travaille au service d'Aix-en-Provence et de Salon, Santé au Travail Provence, et moi je suis basé à Aix-en-Provence. Bonjour, Véronique Lyons, intervenante en prévention des risques professionnels à l'AIST 83 dans le Var. Bonjour, moi c'est Maxime Collin, je suis également intervenant en prévention des risques professionnels, je suis également dans le Var, l'AIST 83. Bonjour, je suis Marie-Hélène Gage, je suis donc intervenante en prévention des risques professionnels à l'AISMT 13 dans les Bouches-du-Rhône. Bienvenue à tout le monde. Très bien, merci à tous pour la présentation. Au programme de ce webinaire aujourd'hui, nous allons commencer par une rapide présentation des services de prévention et de santé au travail, parce qu'il y a eu aussi quelques nouveautés au niveau de la loi sur nos missions. Ensuite, on va voir le document unique d'évaluation des risques professionnels. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on doit faire un document unique d'évaluation des risques professionnels? Quel est le cadre réglementaire autour de ce document? Et enfin, on verra les grandes étapes qui permettent la réalisation de ce document. Alors, point important, vu que le but de ce webinaire, c'est de vous parler aussi des nouveautés introduites par la loi d'août 2021, dès que nous ferons apparaître une nouveauté dans la présentation, elle apparaîtra en orange et elle sera précédée du petit logo nouveauté qui clignote à ce niveau-là. Alors, pour commencer, comme je vous disais, rapide présentation des services de prévention et de santé au travail. Donc ça, comme je disais, c'est une nouveauté déjà, rien qu'au niveau de notre nom. Notre nom a changé. Avant, nous étions uniquement service de santé au travail. Maintenant, nous sommes devenus des services de prévention et de santé au travail. Nous sommes donc des associations privées à but non lucratif sous la loi 1901 et composées d'une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par le médecin du travail, avec une partie médicale et une partie technique. Nos 4 grandes missions. La première, c'est l'action en entreprise, l'action pour promouvoir la santé et la prévention d'entreprise. Ensuite, la surveillance de l'état de santé des salariés, le conseil aux employeurs et aux salariés, et la traçabilité et la veille sanitaire. Et donc, les nouveautés de la loi de 2021 a renforcé l'accompagnement qu'on peut donner aux entreprises sur certains sujets, notamment le sujet qui nous concerne aujourd'hui, à savoir l'évaluation et la prévention des risques professionnels. Donc, nos missions ont été renforcées sur ces questions-là. Et vous allez voir que tout au long de la présentation, on vous le répète de nombreuses fois, n'hésitez pas à faire appel à nous pour vous accompagner sur cette question d'évaluation des risques. Ensuite, aussi, notre accompagnement au niveau du télétravail a été renforcé. Tout ce qui est l'accompagnement aussi des entreprises pour les changements organisationnels. Et enfin, la promotion de la santé, ça c'est aussi une nouvelle de nos missions introduite par la loi de 2021.
Allez, pour poursuivre sur le vif du sujet, donc le document unique, je vais laisser la parole à Thomas Barthes. Alors, rebonjour à tous. Donc, on va développer un petit peu ce que c'est que ce document unique. Donc, le document unique, constitue la retranscription écrite dans un seul document, un document unique, de l'évaluation des risques. L'évaluation des risques, on entend par là l'évaluation des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés, des risques pour leur santé et leur sécurité. Donc, il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte. Alors déjà, ce qu'on va retenir, c'est une démarche qui est participative et collaborative. On va essayer de consulter l'ensemble des salariés de l'entreprise pour qu'ils participent à cette évaluation. Donc, c'est une démarche d'amélioration continue, hein, parce qu'on va sans cesse essayer de s'améliorer. Donc, c'est une responsabilité de l'employeur, hein, c'est la réglementation qui lui impose, le Code du travail dit que le document unique, c'est l'employeur qui en est responsable. Après, il peut se faire assister par qui bon lui semble pour réaliser ce document unique et s'entourer des personnes dans son entreprise qui vont pouvoir y contribuer. Donc, sur la diapo suivante, on vous explique pourquoi le document unique. Alors, je l'ai dit déjà, c'est une obligation légale, hein, le Code du travail. À partir du moment où on emploie un salarié, on doit évaluer les risques auxquels il est exposé. Donc, ça participe au dialogue social, cette démarche, évidemment, et ça participe aussi à la qualité de vie et des conditions de travail. Et ça va impacter aussi la performance de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on entend par performance? C'est la performance globale, c'est-à-dire l'entreprise, pour qu'elle puisse être performante, il faut que ses salariés soient présents, aient des conditions de travail sûres et qu'ils puissent, les risques soient correctement évalués et pris en compte. Donc, ça va impacter, il va y avoir un aspect humain, évidemment, hein, tout ce qui est qualité du travail, tout ce qui est maintien dans l'emploi, etc. Ça va pouvoir avoir un impact sur la performance de l'entreprise au niveau économique, notamment alors, directement avec les taux AT-MP, hein, qui sont les taux accidents du travail et maladies professionnelles que chaque entreprise verse à la CARSAT en fonction du nombre d'accidents, de maladies, etc. Mais on ne pense pas souvent aussi à l'impact indirect que ça peut avoir au niveau économique, c'est-à-dire que des salariés absents ou blessés ou malades, ils vont être manquants dans l'entreprise et ça va induire des coûts indirects, par exemple des pertes de production, par exemple des aspects matériels aussi ou techniques qui vont pouvoir être impactés, et tout ce qui est remplacement des personnes absentes. Donc, au niveau de la formation, du recrutement, ça peut avoir aussi un impact. Ça peut aussi évidemment avoir un impact sur l'image de marque de l'entreprise et de l'attractivité. Donc, voilà un petit peu tous les aspects qui vont être concernés. Je vais laisser la parole à Élodie qui va vous détailler un peu plus le cadre réglementaire. Merci Thomas. Alors, au-delà de ces aspects, on a en effet une obligation légale, comme l'a évoqué Thomas. Le Code du travail nous indique que l'employeur transcrit et met à jour dans un unique document, en fait, d'où son nom, les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, c'est une obligation pour toutes les entreprises à partir de un travailleur. Ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui va être nouveau, c'est les conditions de mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Comme c'était déjà le cas avant, les modifications, on va devoir mettre à jour le document dès lors qu'on a une modification des conditions de travail, de sécurité ou de santé, mais il va également falloir le mettre à jour chaque année pour les entreprises d'au moins 11 salariés. C'est ça la nouveauté, en fait. Avant, dès lors qu'on avait une entreprise il fallait le mettre à jour annuellement pour l'ensemble des entreprises. Maintenant, dès lors que vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés, si vous n'avez aucun changement dans les conditions de travail, dans les conditions de sécurité ou de santé, eh bien, vous pouvez garder le même document unique d'une année sur l'autre. Il va également falloir mettre à jour ce document dès lors que vous avez une nouvelle information sur l'évaluation des risques professionnels.
Donc, passons maintenant aux responsabilités de chacun. L'employeur a évidemment des responsabilités. Il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Les travailleurs également ont des responsabilités. Selon les instructions de l'employeur, il va devoir prendre soin de sa santé, de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes qui sont autour de lui, donc de ses collègues, en fonction de ses actes et de ses omissions. Alors, maintenant, qui va pouvoir contribuer à la réalisation de ce document? Vous avez déjà le référent prévention qui a un rôle central dans la réalisation du document unique, mais également le comité social et économique qui, lui, va être consulté à chaque mise à jour de ce document. Donc, il est consulté à chaque mise à jour, mais il peut également, s'il le souhaite, contribuer à la réalisation de ce document. Vos services de prévention et de santé au travail, donc les SPST dont nous faisons partie, vont également contribuer à la réalisation de ce document. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter. À qui pouvez-vous faire appel également? Eh bien, vous pouvez faire appel à des IPRP enregistrés. Ce sont des intervenants en prévention des risques professionnels qui sont indépendants et moyennant finance pourront vous aider dans la réalisation de ce document. Vous pouvez également faire appel à des organismes tels que la CARSAT, l'INRS, l'ANACT ou autres organismes et instances des branches professionnelles. Alors, concernant la mise à disposition et la conservation du document unique, tout d'abord, il faut que ce document soit facilement accessible. Les modalités d'accès doivent être affichées. Nous conseillons aux entreprises qui disposent d'un règlement intérieur d'afficher les modalités d'accès avec ce règlement intérieur, de manière à ce que l'ensemble des salariés puissent en avoir connaissance. La mise à disposition du document unique doit être donc pour tous les travailleurs, mais également à disposition des anciens travailleurs. Donc ça, c'est une nouveauté de mai 2022. Il faut également qu'elle soit mise à disposition des représentants du personnel, donc les comités sociaux et économiques et les CSSCT. Disposition aussi des systèmes d'inspection du travail, des organismes tels que la CARSAT, l'ANACT, l'IRSN, ou l'ASN, par exemple, et il va falloir transmettre à votre service de prévention et de santé au travail, donc les SPST, votre document unique à chaque mise à jour. Les versions antérieures, donc ça aussi c'est une nouveauté de la loi pour renforcer la santé au travail, elles vont devoir être conservées au moins 40 ans. Pourquoi? C'est pour des raisons de traçabilité des expositions professionnelles. Le dépôt matérialisé de votre document unique se fera sur un portail numérique qui sera géré par les organisations professionnelles d'employeurs. Donc ça, ce sera à partir du 1er juillet 2023 et au plus tard le 1er juillet 2024, selon l'effectif. Donc, la plateforme n'a pas encore été définie, c'est en cours de discussion. Il y aura des informations dans les mois à venir. Alors, les actions de prévention des risques. Dès lors que vous avez réalisé votre évaluation des risques professionnels, il va falloir mettre en place des actions pour prévenir les risques détectés. Donc, c'est une obligation de l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la santé physique et mentale des travailleurs. Pour ça, vous avez plusieurs leviers. La formation et l'information de vos salariés, par le biais de sensibilisation, par exemple. Des mesures organisationnelles, des mesures techniques et des mesures concernant le personnel. Ce sont plusieurs leviers que vous allez pouvoir utiliser pour définir des actions de prévention. Il va falloir réaliser un plan des actions de prévention. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est un listing des actions de prévention qui devrait être réalisé. Pour les entreprises de 50 salariés et plus, là, c'est le PAPRI-Pacte qui devrait être mis en œuvre. C'est un programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. On y reviendra un peu plus tard dans le diaporama. Vous allez voir, donc ces deux plans d'action devront être mis à jour en même temps que le document unique. Donc, si nécessaire, mais normalement, si vous avez bien suivi votre plan d'action, il va falloir le mettre à jour. Je vais maintenant passer la parole à Thomas, qui va nous parler des grandes étapes de la réalisation du document. Voilà, merci Elodie. Alors, donc, Elodie nous a rappelé un petit peu au niveau réglementaire ce qu'il en était par rapport à ce document unique. On va voir maintenant, ou revoir pour certains d'entre vous peut-être, comment
quelles sont les grandes étapes pour la réalisation de cette évaluation des risques et de ce document unique? Alors, la première étape, ça va être de préparer ce qu'on appelle des éléments utiles, c'est-à-dire l'ensemble de documents qui va pouvoir contribuer à la réflexion sur cette évaluation des risques. Notamment, on a la fiche d'entreprise, qui est un document qui est remis par votre service de prévention et de sécurité au travail et qui va lister dans votre entreprise les sources de danger et les effectifs qui y sont exposés. Donc, on peut y retrouver aussi des éléments internes à l'entreprise, comme les comptes rendus de CSE, de CSSCT, les retours d'expérience, des analyses d'accidents du travail, de maladies professionnelles, des données liées au bilan social aussi qui peuvent être intéressantes, par exemple l'absentéisme, le turnover dans l'entreprise, qui peuvent être des indicateurs. On va aussi recueillir des éléments externes, alors la veille réglementaire, donc qui va être variable suivant votre secteur d'activité, le secteur d'activité de votre entreprise. Ça peut être aussi les FDS, les fiches de données de sécurité, qui sont liées à chaque produit chimique et qui vont vous donner les dangers qui sont présentés par leur utilisation, ou des rapports d'expertise aussi qui ont éventuellement été faits dans l'entreprise sur des thèmes en rapport avec les risques professionnels. Donc voilà, la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer des unités de travail. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais l'unité de travail, en fait, on va la définir comme étant un ensemble de salariés qui sont exposés à des risques similaires. Donc, il y a plusieurs possibilités, on y reviendra un petit peu plus loin. La troisième étape, ça va être de faire un état des lieux, des sources de danger dans l'entreprise. Donc, on va lier autant que possible à des tâches de travail, des situations dangereuses, et on va essayer de lister aussi les moyens de protection qui sont déjà existants, qui vont avoir un impact sur le niveau de risque et la maîtrise de ce risque-là, et voir s'il faut les améliorer. La quatrième étape, ça va être vraiment le cœur de la démarche, ça va être d'évaluer les risques. Donc, pour évaluer ces risques, on va prendre en compte un certain nombre de critères, donc on verra un petit peu plus loin. Mais donc, on va garder aussi en tête qu'un risque se définit comme une exposition à un danger. Pareil, on reviendra un petit peu sur cette nuance-là. Et pour évaluer les risques, on va prendre en compte, évidemment, comme je disais tout à l'heure, la maîtrise du risque, donc les moyens de protection qui sont déjà existants. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de mettre en place des actions de prévention, de les planifier, donc par rapport à ce que Élodie vous en parlait rapidement tout à l'heure, mais par le listing d'actions et le PAPRIPACT, toutes ces choses-là, ça va servir à planifier les actions de prévention des risques. Et ensuite, passer cette démarche, enfin cette étape-là, à chaque mise à jour du document unique, on va repartir à l'étape numéro 3 on va réévaluer, refaire un état des lieux en fonction de des nouvelles actions de prévention mises en place, et on va contribuer à cette démarche qui est l'amélioration continue et qui est assez itérative. Donc, on parlait tout de suite des unités de travail. Alors, qu'est-ce que ça désigne? Donc, comme je vous le disais, c'est un ensemble de salariés exposés à des risques similaires. On peut avoir plusieurs possibilités pour ces unités de travail. Alors, soit regrouper l'ensemble des salariés de l'entreprise pour les risques auxquels tout le monde est exposé, par exemple le risque incendie, le risque lié à l'électricité, à la circulation. Et une des nouveautés de la loi, c'est qu'on va prendre en compte ici la qualité de vie et des conditions de travail. Alors, qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne tout un ensemble de choses, mais par exemple, on peut citer l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, surtout après le Covid et tout le télétravail, etc. C'est quelque chose qui va être à évaluer. Une deuxième possibilité, ça va être de faire des unités de travail par métier. On a différents métiers dans l'entreprise. Ces différents métiers, si on les prend à part, sont exposés à des risques similaires. On va pouvoir créer des unités de travail par métier. Par exemple, vous avez quelques exemples ici, les administratifs, les commerciaux qui sont sur les routes, les techniciens de maintenance, etc. Dernière possibilité, une autre possibilité, ça va être de regrouper les salariés par zone géographique si on considère qu'ils sont exposés à des risques similaires dans les différents lieux d'intervention de l'entreprise, où on va pouvoir faire un découpage par site ou par atelier, plus géographique. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'étape d'identification des dangers, donc cet état des lieux.
Donc, on va revenir déjà sur quelques notions qui sont importantes, notamment la notion de danger et de risque. Donc, on considère qu'il y a un danger quand un élément a la capacité d'impacter la santé ou la sécurité d'un individu ou d'un groupe d'individus. Et on considère qu'il y a un risque quand cette ou ces individus sont exposés à ce danger. Donc, c'est vraiment ça qu'on va essayer d'évaluer au mieux. Alors, quelques exemples là. Donc, on a un marteau qui représente un danger immédiat, qui peut représenter un danger immédiat. On s'y expose en utilisant le marteau, d'où la main qui apparaît. Et on se tape sur les doigts. C'est un accident du travail. On a mal. Enfin, le dommage intervient tout de suite. On va parler d'accident du travail. Autre exemple, avec des produits chimiques. Donc, vous utilisez des produits chimiques dans le cadre de votre travail. Vous y exposez, toujours la main qui apparaît ici. Au bout d'un certain temps, suivant les produits et ses caractéristiques, on va pouvoir avoir un impact peut-être sur cette main. Alors, dans cet exemple-là, on voit des brûlures, des irritations. Ça peut être aussi autre chose, mais ça va apparaître sur le plus long terme. Donc là, on va plutôt parler de maladie professionnelle. Donc voilà, cette distinction entre danger et risque, elle est importante. Donc, on va identifier les dangers. Donc, j'en parlais rapidement tout à l'heure. N'hésitez pas à vous appuyer sur vos fiches d'entreprise, si vous les avez. Donc, on va repérer les éléments dangereux en les associant à des tâches de travail. Par exemple, quelques exemples qui apparaissent ici, la saisie informatique, ça va pouvoir induire des postures contraignantes. Alors, on entend par posture contraignante une posture statique, prolongée, donc qui est considérée comme une posture contraignante. On va pouvoir avoir un impact aussi sur l'ambiance lumineuse. Vous faites de la saisie informatique, vous avez pas assez de lumière, vous pouvez être amené déjà fatigué visuellement et à adopter peut-être des positions qui ne sont pas très adaptées. Autre exemple, les déplacements professionnels, donc la conduite de véhicule, vous êtes exposé au risque routier, une posture contraignante aussi, ce qui va être lié au temps de trajet, évidemment. Donc voilà, ça va être d'essayer de lister un petit peu tout ça. Alors comment on peut le faire concrètement? Mais suivant la taille de votre entreprise, vous pouvez être amené à créer des groupes de travail, excusez-moi. Pardon. À créer des groupes de travail qui vont réfléchir à l'évaluation des risques dans telle ou telle unité. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle une chasse aux risques, c'est-à-dire d'essayer de recenser le plus exhaustivement possible les risques auxquels sont exposées chacune des unités de travail que vous avez identifiées dans l'entreprise. Et pour ça, c'est un bon moyen, ça peut être de faire des visites de prévention, c'est-à-dire d'aller directement sur le terrain pour interroger les opérateurs qui sont concernés. Et là encore, n'hésitez pas à solliciter votre service de prévention de santé au travail. On est là pour vous accompagner dans cette démarche, dans l'évaluation globale ou dans l'évaluation de certains risques particuliers. Alors, l'identification des dangers, donc vous avez ici dans ce tableau qui apparaît différentes sources de danger, ce qu'on rencontre le plus souvent. On va y retrouver les gestes répétitifs, les manutentions manuelles, tout ce qui est lié aux ambiances physiques, c'est-à-dire le bruit, la température, l'éclairage, etc. Et une des nouveautés introduites par la loi, ça va être de prendre en compte les effets combinés des agents chimiques. On va parler de polyexposition, c'est-à-dire vous êtes exposé à plusieurs agents chimiques. Auparavant, on prenait les effets potentiels indépendamment, et maintenant, on va essayer de voir quel risque va être induit par l'utilisation de plusieurs agents chimiques. Alors, vous avez un petit exemple. Ah, bon, c'est pas grave. Voilà, tout en bas, circulation de plein pied. Qu'est-ce que ça va... Donc ça, c'est une source de danger. Qu'est-ce que ça va induire comme risque? Le risque de chute de plein pied. Voilà comment on va raisonner. Alors, pour ce qui est des polyexpositions dont je vous parlais tout de suite, donc ça, c'est une nouveauté qui a été introduite dans un article du Code du travail par le décret 2022-395. Donc, le polyexposition, de quoi on parle? Donc, l'INRS nous explique que c'est une exposition simultanée ou séquentielle à des nuisances multiples par des voies qui peuvent être diverses. Donc, par exemple, ça peut être l'exposition conjointe aux produits chimiques, par exemple. Donc, ces nuisances peuvent être chimiques, biologiques, physiques ou liées à l'activité physique, c'est-à-dire, par exemple,
je fais un travail un peu assez physique et j'utilise des produits chimiques en même temps, mon débit respiratoire va être plus important, je vais absorber plus de produits chimiques. Donc, on va essayer de réfléchir à ça. Donc, auquel on ajoute les facteurs organisationnels et psychosociaux, et ce, tout au long de la carrière professionnelle. Vous voyez, c'est une définition qui est quand même assez dense, qui contient beaucoup de choses, mais le Code du travail, le décret donc, 2022-395, retient que le fait d'être exposé à plusieurs agents chimiques, que ce soit donc de manière simultanée ou successive, et on va essayer d'évaluer ce risque au mieux. Donc voilà, l'article a été complété, l'article 4412-6 a été complété en disant que pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte les expositions simultanées successives à ces agents chimiques. Donc, il doit maintenant prendre en compte toutes ces, la combinaison, les effets combinés de toutes les substances chimiques qui sont utilisées par les salariés. Alors, c'est quand même une nouveauté qui n'est pas très simple à mettre en œuvre, hein, mais on a à notre disposition des outils pour vous y aider. Donc, vous avez ici les principales étapes lors de l'évaluation des risques chimiques. Donc, ça va commencer par réaliser un inventaire. Hein, on va relever tous les produits chimiques qui sont utilisés dans l'entreprise et récupérer leur fiche de données de sécurité. Pour ça, vous avez un outil qui est disponible sur le site de l'INRS, que vous voyez apparaître sur la droite de votre écran, là, qui s'appelle C-Rich. Vous pouvez le télécharger gratuitement et si vous avez des difficultés, vous n'hésitez pas, hein, vous appelez votre service de santé au travail et les IPRP pourront vous guider dans la démarche. Donc la deuxième étape, ça va être de déterminer les postes de travail et les activités qui sont concernées par l'exposition simultanée à plusieurs produits chimiques. Ensuite, on va potentiellement mesurer l'exposition des salariés aux différents produits chimiques. Donc ça nécessite de faire des prélèvements d'atmosphère, hein, où on va aller chercher les molécules qui nous intéressent. On veut savoir les quantités auxquelles sont exposés les salariés. Et on va essayer d'en analyser les effets combinés. Donc pour ça, vous avez encore un outil de l'INRS qui s'appelle MIXI, qui est très bien fait et qui va vous permettre d'évaluer a priori les effets potentiels des différentes molécules qui sont présentes. Voilà pour les polyexpositions. Maintenant, on va revenir sur l'évaluation des risques. Vous vous rappelez, c'était l'étape numéro 4 de tout à l'heure. Donc alors la réglementation ne nous donne pas de méthodologie à suivre obligatoirement, mais dans les faits, hein, ça va être souvent les mêmes critères qui vont être pris en compte, à savoir la gravité, c'est-à-dire la gravité du dommage qui va potentiellement apparaître. Est-ce que je me coupe un petit bout de doigt, une phalange, le doigt entier ou la main, hein, pour schématiser un petit peu. Et la fréquence d'exposition, c'est-à-dire est-ce que je suis exposé une fois par jour, 2 fois par jour, une fois par an, etc. On va essayer de mettre le doigt là-dessus pour en tirer un niveau de risque. Mais on va aussi prendre en compte, hein, tout ce qui va contribuer à la maîtrise du risque, c'est-à-dire les actions de prévention qui sont déjà en place dans l'entreprise. Elles vont être à prendre en compte et elles vont avoir, enfin c'est leur objectif, elles vont avoir un impact sur ce niveau de risque, elles vont réduire. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas de cotation définie, mais l'important, c'est d'utiliser la même démarche, la même méthodologie, pardon, tout au long de la démarche, pour toute l'entreprise, pour toutes les unités de travail. On aura à la fin quelque chose de cohérent, d'homogène. Donc, l'objectif, ça va être évidemment de hiérarchiser les risques, hein, et de prioriser les actions de prévention. Les risques les plus prégnants vont être à prendre en compte en priorité sur ceux qui sont dont le niveau de risque est moins important. Et encore une fois, hein, on dit et on le répète, votre service de prévention et de santé au travail est là pour vous accompagner, que ce soit pour évaluer l'ensemble des risques ou alors si vous avez besoin d'aide sur un risque en particulier, n'hésitez pas à faire appel à nous. Je vais relaisser la parole à Élodie qui va vous parler des plans d'action annuels.
Merci Thomas. Alors, la cotation des risques présents dans l'entreprise qui est ainsi réalisée va nous permettre de prioriser les éléments sur lesquels les actions doivent être menées. C'est là qu'intervient l'étape numéro 5, donc qui va un peu finaliser notre démarche. C'est l'étape indispensable de la réalisation du plan d'action annuel. Alors, on va la réaliser en fonction de l'évaluation des risques et on va commencer par définir des actions de prévention. Pour cela, on va pouvoir se baser sur les 9 principes généraux de prévention, sur la participation des salariés, qui est vraiment une étape indispensable et qui va permettre de réaliser un plan d'action plus exhaustif et qui va vous faciliter la tâche. Et on va aussi prioriser les préventions primaires aux préventions secondaires et tertiaires. Une fois qu'on a défini ces actions de prévention, on va les planifier. Pour ça, on commence évidemment par budgétiser les actions pour voir si c'est réalisable. On va aussi définir les conditions d'exécution et les ressources mobilisables de notre entreprise. Ça peut être des ressources internes ou externes. Et une fois qu'on a fait ça, on va réaliser un calendrier de mise en œuvre. Là, on a notre planification des actions et on va terminer par le suivi des actions par le biais d'indicateurs de résultats. Alors, donc passons maintenant à la prévention des risques. Donc, on en parle depuis à peu près le début de ce webinaire. Qu'est-ce que c'est? L'Organisation mondiale de la santé nous précise que la prévention, c'est l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. On a 3 niveaux de prévention que je vais vous citer tout à l'heure. La prévention primaire, c'est le fait de traiter le danger. On va agir sur la cause des risques en essayant d'empêcher les atteintes à la santé. Donc, par exemple, dans le cadre de l'utilisation de produits chimiques, on va essayer tout simplement de supprimer l'utilisation de ces produits chimiques ou alors de les remplacer par des produits beaucoup moins dangereux. La prévention secondaire, ça va être le fait de protéger les salariés. On va agir sur les conséquences des risques qu'on ne peut pas éviter pour éviter l'aggravation des atteintes à la santé. Donc, par exemple, pour éviter les atteintes respiratoires, on va mettre en place une extraction à la source ou une ventilation plus efficace. Pour éviter les atteintes cutanées, donc sur la main, on va mettre en place des équipements de protection individuels tels que des gants de protection chimique. Et enfin, la prévention tertiaire, c'est le fait de réparer le dommage qui a été causé. Et donc, on va agir en fait sur le dommage lorsque l'accident est déjà survenu. On évite les complications et les rechutes. Et donc, pour cela, par exemple, dès lors qu'on s'est brûlé la main, donc une brûlure chimique, par exemple, on va se passer directement la main sous l'eau le plus rapidement possible et pendant une durée d'environ 15 minutes sous l'eau tiède. Une fois qu'on a vu ces éléments, eh bien, je vous parlais tout à l'heure des 9 principes généraux de prévention. Donc, ils ne sortent pas nulle part, c'est le Code du travail, plus précisément l'article L4121-2, qui nous précise 9 grands principes généraux sur lesquels baser notre prévention. Le premier étant d'éviter le risque. Eh bien, on va essayer de supprimer le risque à la source. Si on n'arrive pas à éliminer ce risque, on va évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Avec cette évaluation, on va continuer en essayant de combattre les risques à la source. C'est vraiment la base de la prévention. On va évidemment toujours adapter le travail à l'homme. Donc ça, c'est vraiment d'où l'importance de mettre en place des éléments ergonomiques dans nos entreprises. On va toujours tenir compte de l'état de l'évolution et de la technique. Pourquoi? Parce qu'il peut toujours exister des produits moins dangereux ou des équipements de prévention et de protection plus efficaces, plus ergonomiques et des fois moins coûteux. Donc, d'où l'intérêt de tenir compte de l'évolution de la technique. Ensuite, on va planifier la prévention. Donc, vous allez vous remarquer, en fait, quand je vous liste ces 9 grands principes, qui sont déjà un peu tous retranscrits dans la méthode qu'on vous présente depuis le début du webinaire. Une fois qu'on a planifié la prévention, le grand principe suivant, c'est de remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins. Le 7e, ça va être de prendre des mesures de prévention collectives qui vont toujours prioriser par rapport aux mesures de prévention individuelles. Et le dernier grand principe, ça va être de donner des informations appropriées à vos salariés. Donc, comment se faire? Eh bien, vous allez mettre en place des formations, des sensibilisations, des procédures, des fiches de poste, tous ces éléments qui vont permettre à vos salariés d'être bien indiqués sur les risques présents dans l'entreprise et sur comment bien lutter pour se protéger de ces risques et dangers.
Donc, je vais vous parler également de PAPRI-Pacte. C'est tout à fait le Code du travail qui nous définit l'obligation de réaliser le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Alors, ce programme-là, c'est la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir. Donc, pour chacune de ces mesures-là, il va falloir définir les conditions d'exécution, des indicateurs de résultats et estimer les coûts. Si on n'a pas bien estimé les coûts, c'est qu'on n'est pas vraiment parti dans la démarche de réaliser ces actions. À côté de ça, il va falloir identifier les ressources de l'entreprise qui peuvent être mobilisées pour réaliser cette action et on va également mettre en place un calendrier de mise en œuvre. Donc en fait, le PAPRI-Pacte, c'est un plan d'action détaillé. Toute cette démarche s'inscrit vraiment dans un système d'amélioration continue. Dès lors qu'on a réalisé nos 5 étapes qui ont été précisées dans les diapos d'avant, donc on rassemble les éléments utiles, on crée nos unités de travail, on réalise l'état des lieux. Donc ça, c'est les étapes qu'on fait vraiment lors de la création du document unique. Une fois qu'on a fait l'état des lieux, on va évaluer faire l'évaluation des risques, comme l'a expliqué Thomas, et puis on réalise notre plan d'action. L'amélioration continue, c'est de continuer cette démarche lors de la mise à jour de ce document. L'amélioration continue va se baser sur le fait de mettre les actions prévues en action mise en place, donc qui vont passer dans l'étape numéro 3, l'étape de l'état des lieux. Grâce à ces actions qui vont compléter notre état des lieux, on va pouvoir réaliser une nouvelle évaluation des risques qui va prendre en compte les mesures de prévention et de protection, toutes les actions qui ont été réalisées lors de l'année passée. Et ensuite, on va pouvoir réaliser un nouveau plan d'action pour continuer à améliorer encore la prévention des risques dans notre entreprise. Et donc, on va avoir des nouvelles actions prévues qui, l'année d'après, vont passer à l'état d'action mise en place et on va continuer comme ça d'une année à l'autre pour être de plus en plus mature au niveau de la sécurité. Je vais maintenant rendre la parole à Agnès qui va pouvoir nous aiguiller sur les éléments qui vont aider. Merci Elodie, merci à Thomas pour cette présentation. Donc, enfin, vous allez pouvoir utiliser différents éléments pour vous aider dans cette évaluation des risques et dans la création de votre document unique. Alors, bien évidemment, on l'a déjà dit, je le répète encore, vous pouvez faire appel à votre service de prévention et de santé au travail. On est là pour vous accompagner dans cette démarche d'évaluation des risques, pour vous conseiller, et la plupart des services ont des supports informatiques, des plateformes logicielles ou des outils à vous proposer pour vous aider à faire votre document unique. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter à ce sujet-là. Ensuite, autre élément pour vous aider, vous avez aussi l'INRS, qui est l'Institut national de recherche en sécurité, qui propose tout un tas d'outils, de documents, de vidéos sur la prévention des risques en général. Et notamment, donc, il y a des outils comme le D840, qui est un outil d'aide à l'évaluation des risques professionnels, qui est là pour vous aider au repérage des risques dans les PME et les PMI. Vous avez aussi l'outil informatique OIRA, qui est un outil d'évaluation des risques pour les TPE et la PME. Et là, pareil, c'est adapté à de nombreux secteurs d'activité. Pour chaque secteur d'activité, ça vous donne une liste, alors non exhaustive, mais qui est en général représentative des risques principaux qu'on va retrouver dans chaque secteur d'activité. Donc, ça peut aussi vous aiguiller pour faire votre document unique suivant votre secteur d'activité. Enfin, vous avez aussi donc, des webinaires qui sont à votre disposition sur le site de l'INRS. Donc là, notamment, il y a un webinaire sur les polyexpositions. Là, c'est un point dont a parlé tout à l'heure Thomas, qui est donc la nouveauté de 2021. Et les polyexpositions, vraiment, c'est un point qui est quand même assez compliqué à appréhender et à mettre en œuvre. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet, notamment à travers ce webinaire, ou alors, encore une fois, à faire appel à votre service de prévention et de santé au travail pour ces questions-là qui sont un peu plus délicates et compliquées à prendre en compte. Et enfin, pour vous aider, vous retrouvez aussi vos organisations professionnelles, où suivant les branches à laquelle vous appartenez, vous pouvez aussi avoir accès à des documents, à des outils spécifiques à la branche. Allez, pour conclure sur ce webinaire, on va du coup répondre à la question qui a été posée dans le titre de ce webinaire. Est-ce que les nouveautés du document unique, est-ce que c'est vraiment une révolution sur le document unique?
Ben, concrètement, je pense qu'on peut dire non, ce n'est pas une révolution. Hein, ce sont uniquement des évolutions qui ont été apportées par la loi d'août 2021, qui précisent certains points, qui font évoluer le document sur certains points précis, mais il n'y a pas de réelle révolution au niveau du document unique. Donc, on va faire maintenant un récapitulatif de ces évolutions qui vous ont été présentées dans ce webinaire. Donc, la première, c'est au niveau de la mise à jour annuelle. Donc, à partir de maintenant, avec cette nouvelle loi, donc la mise à jour annuelle est obligatoire pour les entreprises de 11 salariés et plus. Pour les entreprises inférieures donc à 11 salariés, là, la mise à jour n'est pas obligatoirement annuelle, elle est dès qu'il y a un changement ou une évolution dans les conditions d'exposition au risque. Autre nouveauté, donc c'est les acteurs externes qui vont pouvoir avoir accès à votre document unique. Donc là, notamment, c'était au niveau des systèmes d'inspection du travail qui a une réelle nouveauté. Ensuite, c'est l'accès aux anciens travailleurs. Ah, ça, c'est vraiment une nouveauté. Avant, c'est uniquement les travailleurs en poste dans l'entreprise qui pouvaient accéder au document unique. Maintenant, tous les anciens travailleurs peuvent accéder au document unique. Alors, petite précision quand même sur ce point, il faut savoir que si un ancien travailleur vous demande d'avoir accès au document unique, vous devez lui fournir uniquement le document unique sur la période où le travailleur était présent dans votre entreprise. Et évidemment, aussi, vous pouvez lui donner uniquement accès à l'unité de travail qui le concernait. Ensuite, autre nouveauté, c'est la contribution du CSE, aussi bien dans la création que dans la mise à jour du document unique. L'envoi chaque année, enfin à chaque mise à jour, pardon, l'envoi de votre document unique à chaque mise à jour à votre service de prévention et de santé au travail. Ça aussi, c'est une nouveauté. La conservation des versions antérieures pendant 40 ans, hein, comme le disait Elodie, pour la traçabilité des expositions, mais aussi pour pouvoir donner accès à vos anciens travailleurs. Si un ancien travailleur vous demande d'avoir accès au document unique, il faut bien que vous ayez les versions précédentes. Donc c'est pour ça que vous devez le conserver pendant 40 ans. Ensuite, c'est l'apparition de cette nouvelle plateforme dématérialisée. Donc pour le moment, on a assez peu d'infos sur le sujet, mais des décrets vont paraître prochainement sur cette plateforme. Vous allez devoir, d'ici 2024 au plus tard, suivant l'effectif de votre entreprise, devoir déposer à chaque mise à jour de votre document unique ce document sur la plateforme dématérialisée. Ensuite, la nouveauté, c'est aussi la prise en compte des polices et expositions aux agents chimiques dangereux. Donc avant, on vous demandait de prendre en compte le risque chimique de manière séparée pour chaque produit. Maintenant, on va vérifier la polyexposition, les effets combinés de l'exposition simultanée à plusieurs produits. Autre nouveauté, c'est la prise en compte au niveau des sources de danger, hein, de votre évaluation des risques, c'est de prendre en compte la qualité de vie et les conditions de travail des salariés. Et enfin, autre nouveauté, donc là c'est cette fois au niveau du plan d'action. Donc pour les entreprises de moins de 50 salariés, on va vous demander de faire un listing d'actions de prévention. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, on va vous demander de faire un PAPRI Pacte, comme l'a détaillé tout à l'heure Elodie. Donc voilà le point sur ces évolutions du document unique lié à la loi de 2021. Pour terminer, avant de passer à la phase de questions-réponses, comme je l'ai dit au début du webinaire, vous retrouverez le replay et les supports de ce webinaire sur le site internet de présence-pacacorse.org d'ici 48 heures environ, dans la rubrique ressources. Vous pourrez aussi retrouver, si vous le souhaitez, dans cette rubrique ressources, tout un tas de documents de prévention, de plaquettes de prévention, et aussi les replays de tous les autres webinaires qui ont été proposés par le réseau Présence PACACORSE. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce site internet. Donc, maintenant, on passe à la partie questions-réponses. Donc là, on a 15 minutes dédiées aux questions-réponses. On va essayer de répondre à un maximum de vos questions. Pour les personnes, pour les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, on vous demandera de vous rapprocher de votre service santé au travail. Alors du coup, je vais laisser la parole peut-être aux personnes qui géraient les questions pour nous introduire sur les premières questions qui ont été posées. Oui, alors nous avons eu plusieurs questions très intéressantes, notamment une question sur le coworking, à savoir qui apporte la responsabilité en fait de l'évaluation des risques dans le cadre du coworking. Pour le coup, là, on se place dans le même cadre que le télétravail. C'est le lieu de travail finalement qui est différent, mais la responsabilité reste portée par l'employeur. Ok, très bien. Je crois qu'il y avait aussi une question, qui avait été posée avant le webinaire par mail. Absolument. Donc on avait dit qu'on y répondrait pendant le webinaire. Donc je te laisse rappeler la question si tu veux bien. Alors je vous rappelle la question. Une question sur le cas spécifique des ESN.
qui place son personnel salarié ou indépendant chez ses clients. Leur poste n'est donc pas concerné directement par le document unique de l'employeur, mais plutôt par celui du client. Alors, c'est donc les ESN, ça va être les établissements de services numériques. Si le personnel est chez le client, ça n'empêche pas en fait l'employeur de prendre en compte son poste de travail dans l'évaluation des risques et donc dans le document unique. Il va par contre falloir prendre en compte la coactivité. C'est un risque qui va devoir être pris en compte dans le poste de travail de ce salarié dans le document unique de cette entreprise-là, mais aussi dans le document unique de l'entreprise utilisatrice qui va devoir prendre en compte le risque de coactivité. Cela peut s'ajouter en fonction de la durée de travail, la rédaction d'un plan de prévention si c'est obligatoire, donc si le salarié est employé à plus de 400 heures par an, pendant lequel du coup une analyse des risques spécifiques sera réalisée. Et si vous voulez compléter ma réponse, n'hésitez pas. Non, c'était très bien, Élodie. Merci. Non, c'était très bien. Alors, une autre question qui est revenue très, très régulièrement, c'est sur le seuil des 50 salariés. Est-ce qu'il faut l'entendre en nombre effectif de personnes physiques ou est-ce qu'il faut l'entendre en tant qu'équivalent temps plein? Alors, je ne sais pas si quelqu'un... Alors, moi, je peux répondre. Hein, alors, vas-y, Véronique, du coup, si tu as déjà fait les recherches, vas-y. Voilà. Donc, le calcul du seuil de 50 salariés, en effet, le calcul se fait en équivalent temps plein. Alors, pour qu'on soit bien clair dans notre réponse, vous pouvez avoir, par exemple, 60 personnes dans une entreprise. Si toutes sont à temps partiel, mettons à mi-temps, en équivalent temps plein, nous n'aurons que 30 personnes physiques. Donc, le seuil a le 30 personnes équivalent temps plein. Donc, le seuil, c'est celui-là. C'est le calcul équivalent temps plein. Je crois que de toute façon, cette règle-là s'applique à n'importe quelle disposition du Code du travail où il y a un seuil d'effectif, sauf si c'est précisé que ça se calcule autrement, mais sinon, je crois que c'est l'équivalent temps plein qui est à prendre en compte. Oui, tout à fait. Très bien, Véronique, je te laisse poursuivre sur d'autres questions qui peuvent être posées peut-être en direct maintenant, auxquelles il faut apporter une réponse. N'hésitez pas, je ne l'ai pas rappelé aux participants, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via la fenêtre QR. Hein. On est là pour y répondre. Il y a une question qui est posée du coup en direct, c'est comment mettre en place des indicateurs pour la partie mise en place de la prévention pour les entreprises de plus de 50 salariés. Alors là, je veux bien répondre si vous voulez. C'est la partie indicateur, donc c'est pour faire le suivi de vos actions. Le but de ces indicateurs est de vérifier l'efficacité de vos actions. Donc là, il n'y a pas d'indicateur type à mettre en place, ça va être vraiment spécifique à l'action que vous voulez mettre en place. On peut imaginer par exemple si un indicateur qu'on pourrait utiliser, on a un produit chimique, on a fait des mesurages, il y avait un tel niveau présent dans l'atmosphère, on met en place une ventilation générale de l'atelier par exemple, et ben on met en place un indicateur disant qu'on aimerait que suite à la mise en place de cette action, notre niveau de produits chimiques dans l'atmosphère soit inférieur, soit à tel niveau. Donc, c'est ça l'indicateur qu'on va suivre et ensuite, quand on va remesurer, on va vérifier qu'on a respecté l'indicateur pour vérifier l'efficacité de notre mesure de prévention. Là, vraiment, chaque mesure de prévention va avoir un indicateur spécifique qu'il va falloir définir pour vérifier l'efficacité attendue de la mesure qu'on va mettre en place. Alors, il y a une autre question qui est dans le fil du chat, c'est alors, qui doit être le référent prévention et comment le définir? Alors, je veux bien répondre aussi, si vous voulez. Donc, le référent prévention, ça, c'est une obligation qui date maintenant de quelques années pour les entreprises. Chaque entreprise doit désigner une personne qui va être compétente sur les questions de prévention et de protection. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez la compétence qui est en interne à l'entreprise. Donc, en général, dans les grosses entreprises, ça va être, par exemple, le responsable HSE ou les personnes de la sécurité qui vont être désignées comme personnes compétentes. Pour les autres entreprises où il n'y a pas forcément la compétence, soit vous pouvez décider de prendre une personne et de la faire monter en compétence sur ces questions-là, et du coup, ce sera elle qui deviendra le référent prévention. Après, si vous avez vraiment personne en interne, vous pouvez faire appel à des personnes extérieures à l'entreprise pour être votre référent prévention. Par exemple, vous pouvez faire appel
à votre service de prévention et de santé au travail, où nous pouvons, par convention, devenir votre référent prévention dans l'entreprise, si vous n'avez pas la compétence en interne. Merci pour cette réponse. Autre question qui nous a été fréquemment posée lors de ce webinaire concerne en fait les multi-établissements, les questions qui se posent au niveau établissement, groupe, savoir comment on prend en compte justement le seuil des 50 salariés pour l'établissement du PAPRIPACT. Alors, la réponse que j'ai apportée, tout dépend en fait des établissements et de leur autonomie propre. Chaque établissement qui a une autonomie propre sera considéré établissement en tant que tel et ce sera l'effectif de cet établissement qui sera pris en compte. Par contre, s'il n'y a pas d'autonomie, alors quand je parle d'autonomie, c'est dans la prise de décision, une autonomie financière propre de l'établissement. S'il n'y a pas cette autonomie, donc là, on sera plutôt dans le cadre d'un groupe et du multisite, auquel cas, il n'y aura besoin que de prendre qu'un document unique qui couvrira l'ensemble des établissements et les sites deviendront en fait ce qu'on peut dire des unités de travail. Si quelqu'un veut compléter ma réponse, pardon. Non, j'aurais dit la même chose, personnellement. J'ajouterais juste que la règle de base, c'est vraiment un numéro SIRET, un document unique. Et donc, pour le document unique qui va concerner un établissement de plus de 50 salariés, la question ne se pose pas. Et pour le document unique qui va concerner le site de moins de 50 salariés, là, c'est vraiment ce qu'a dit Véronique, ça va être en fonction de la maturité du site et aussi en fonction de s'il y a une personne sur ce site-là qui va gérer la sécurité ou pas. Si la personne qui gère la sécurité de ce site fait partie d'un autre site, il va falloir essayer de prendre en compte le plan d'action quand même à un autre niveau pour être sûr que les actions soient mises en place. Ah, pardon. Alors, j'ai perdu la question. Attendez. Allez, on a encore environ 5-6 minutes pour répondre aux questions. Donc, s'il y en a quelques-unes. C'était quelles obligations avons-nous sur l'évaluation des risques professionnels de nos sous-traitants? Je peux répondre. Je veux bien essayer de répondre. Ah ben, je t'en prie, Thomas. Alors, les sous-traitants, ils vont être à prendre en compte dans le document unique. Pourquoi? Parce qu'ils interviennent sur le lieu de votre entreprise. Donc, on va essayer d'évaluer a priori et au fur et à mesure aussi les risques, les situations à risque qui vont pouvoir être induites par ce qu'on appelle la coactivité, c'est-à-dire l'intervention de l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice. On va se poser a priori des questions sur est-ce que ça va avoir un impact sur les conditions de travail des gens. Ensuite, il existe un seuil au niveau de durée. Si le sous-traitant intervient plus de 400 heures, les deux employeurs, enfin les deux employeurs des deux sociétés, donc l'utilisatrice et l'extérieur, doivent établir ce qu'on appelle un plan de prévention. C'est-à-dire qu'ils vont réfléchir aux risques qui vont être induits par cette coactivité et ils vont le formaliser dans un document qui s'appelle le plan de prévention et qui doit être validé par les différents employeurs. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter peut-être ma réponse. Moi, juste peut-être une petite précision pour être sûr que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, lorsque vous faites appel à des sous-traitants, comme l'a dit Thomas, vous devez prendre en compte dans votre document unique uniquement les risques de coactivité avec vos sous-traitants, mais vous ne devez pas évaluer les risques du métier propre à votre sous-traitant. Ça, c'est l'entreprise qui emploie le salarié. Voilà, c'est le sous-traitant qui doit faire document unique pour ses salariés. Vous prenez uniquement les risques qui sont apportés par l'entreprise extérieure et qui vont être en coactivité avec vos salariés. Alors, parfois, on peut demander ça peut arriver que l'entreprise utilisatrice demande au sous-traitant un extrait de son document unique par rapport aux postes qui sont concernés par la coactivité. Donc, ça, c'est une discussion à avoir entre les employeurs et, pour la prise en compte des risques professionnels de tous les salariés. Enfin, de tous les salariés, enfin, chacun les siens, mais voilà. Oui, il y a une question qui revient souvent lorsqu'il y a plusieurs organisations sur site multiples. Est-ce qu'on doit faire plusieurs documents uniques par site? Comme je disais tout à l'heure, si ça s'y prête et que ça vous paraît pertinent. Alors, il n'y a pas de, comme je disais, il n'y a pas de règle précise donnée par le Code du travail. On nous dit juste que ça doit être le plus cohérent, le plus pertinent possible. Donc,
va essayer de se débrouiller avec ça. Mais si vous avez plusieurs sites, c'est vrai que ça peut paraître pertinent de définir une unité de travail par site et de faire une évaluation par site de l'entreprise. Parce qu'on va pouvoir, comme ça, on va pouvoir prendre en compte des risques particuliers qui peuvent être liés, par exemple, je ne sais pas, rien qu'à la géographie du lieu. Imaginons, c'est le siège social et dans une zone d'activité, et il y a différentes boutiques qui peuvent être en centre-ville, par exemple. Et les conditions de travail pour les employés de cette même société ne seront pas les mêmes dans la boutique en centre-ville où il y a des risques qui peuvent être liés à la circulation par rapport à la fréquentation, à la foule, etc. Les risques ne vont pas être les mêmes que pour les personnes qui sont au siège et qui ont des postes plus administratifs. Donc, pour prendre en compte ces spécificités locales… Voilà. Oui, pardon. Selon AISMT 36, non, c'est bon. La coactivité ou activité… Oui, donc, je ne sais pas si j'ai répondu et si quelqu'un veut apporter des précisions là-dessus. Non, Thomas, on te remercie. Allez, une petite dernière question. Oui, allez, on a encore 4 minutes, enfin 3. Voilà. 3, on peut faire une dernière question, tout à fait. Le document unique peut-il être seulement disponible sous format numérique ou faut-il également un format papier? Alors, je veux bien répondre. Vas-y. Alors, peu importe du moment qu'il est disponible. Le plus simple, ça va être un format numérique, mais si vous le mettez à disposition sous format papier et qu'il est facilement disponible, les deux marchent. Voilà. Ça fait un petit peu écho au dernier principe de prévention que nous a listé Élodie tout à l'heure, c'est-à-dire donner les instructions appropriées aux travailleurs. Là, ça va être de donner accès à l'information et que chacun sache où retrouver cette évaluation des risques et pour qu'il puisse la consulter et consulter finalement les dangers potentiels qui sont liés à son métier et les éléments de prévention qui sont mis en place par l'entreprise. Voilà. Quelle que soit peu importe la forme, pourvu que ce soit accessible par tous et que tout le monde sache où le trouver, finalement. Allez, encore une petite dernière question, Véronique, si vous avez, parce que ça a été assez rapide pour donner une réponse. J'ai vu une question sur que doit contenir le listing des actions. Eh bien, en fait, c'est juste un listing des actions pour les entreprises de moins de 50 salariés. C'est la liste des actions à mettre en place. Vu que c'est une petite entreprise, on n'a pas forcément les moyens au niveau finance et au niveau personnel de faire un plan d'action très, très élaboré. Alors, le principal, c'est de lister toutes les actions que vous allez devoir mettre en place dans l'année à venir et de vous y tenir. Après, si vous pouvez, je complète, je me permets, Élodie. Oui, le minimum qu'on vous demande, c'est la liste. Mais si vous avez envie de faire plus, vous pouvez évidemment faire plus. Et si vous avez envie de faire un Papri Pacte, même si vous avez moins de 50 salariés, vous êtes tout à fait libre de le faire. Au contraire, c'est même encouragé. Si vous souhaitez vous développer, vous aurez déjà une base de Papri Pacte de fait quand vous serez à plus de 50. Hein. Tout à fait. Allez, il est 11h59, du coup, on va arrêter pour les questions. Je vois qu'il y en a encore qui sont présentes dans la discussion, donc je suis désolée, vous étiez beaucoup de participants aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous vraiment restez sur un point bloquant, vous avez vraiment besoin d'une réponse à votre question, à contacter votre service de prévention et de santé au travail pour avoir des informations et répondre à toutes vos questions, on est là pour ça. Je vais donc conclure ce webinaire. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Vous allez retrouver très prochainement le replay et les supports sur le site de Présence-PAC Corse. Et prochainement aussi, d'autres webinaires seront organisés par le réseau. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur les prochains webinaires si vous êtes intéressés. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.